Réussir le DALF, niveau C1, C2 du cadre européen commun de référence pour les langues, Commission nationale du DELF et du DALF, Centre international d'études pédagogiques, les éditions Didier 2007. Pour vous entraîner. Enregistrement numéro 1. Document 1. Pourquoi j'ai changé de métier? Bonjour à tous. Eh bien, comme chaque semaine, nous découvrons celles et ceux qui tentent de mieux vivre leur vie et viennent nous faire partager leur expérience. Alors aujourd'hui, nous accueillons Philippe, 41 ans, qui a changé sa vie en changeant de métier. Philippe, bonjour. Voilà, nous écoutons votre témoignage. Faites-nous partager votre expérience. Bonjour. Alors voilà, j'étais dans l'informatique depuis 10 ans. J'avais commencé tout en bas de l'échelle. Et j'avais gravi tous les échelons de la hiérarchie. Et je me suis retrouvé cadre supérieur dans une grosse entreprise, à un poste où j'étais payé à rien faire. Alors j'avais beaucoup d'avantages sociaux que je regrette un peu aujourd'hui. Des collègues très sympas, une ambiance de travail chaleureuse, mais franchement, je m'ennuyais à mourir. Et je suis parti du jour au lendemain sans rien prévoir pour l'avenir. Et ça s'est soldé par une dépression. Mais j'ai eu aucun regret. À côté de mon entreprise, j'avais entendu qu'un artisan recherchait des jeunes pour les former au métier de charpentier. Alors je me suis présenté. L'artisan a ri quand je lui ai donné mon âge et il m'a donné ma chance. Bien, donc vous voilà aujourd'hui devenu charpentier. Alors, qu'est-ce que cela vous a apporté et vous arrive-t-il de regretter votre ancienne situation? Non, moi ce que j'aime c'est toucher le bois, travailler avec mes mains, être en équilibre sur les toits. Et avec ce métier, surtout ce que j'ai redécouvert, c'est un rapport à la réalité qui me manquait franchement. D'abord mes rapports avec les autres ont changé. Parce que dans mon travail, j'ai des relations plus vraies et plus saines avec mes collègues. Document 2. La vitamine C. C'est la vitamine dont nous avons tous besoin. La vitamine C revitalise, renforce nos défenses, préserve notre capital jeunesse, améliore notre activité cérébrale. La liste de ses bienfaits est longue et pourtant, nous n'en consommons pas assez. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Françoise Batter, médecin, qui vient nous présenter les résultats de son enquête. Françoise Batter, bonjour et bienvenue sur le plateau de Questions Santé. Alors, votre enquête révèle que nous souffrons tous ou presque d'une carence en vitamine C. Quelles sont les conséquences pour l'organisme? Eh bien, cette carence peut avoir de lourdes conséquences sur notre organisme et tout particulièrement en nous rendant plus vulnérables aux menaces de la vie quotidienne. Alors, des petits troubles comme un rhume ou une mauvaise grippe, mais peut-être des troubles plus graves, comme une cataracte ou certaines affections artérielles même. En fait, pour la santé de l'homme, la vitamine C est primordiale. Et comme on sait que l'homme ne la fabrique pas naturellement, eh bien, il est capital qu'il veille à satisfaire ses besoins en vitamine C. Et alors comment? Est-ce qu'il faut consommer davantage de fruits et de légumes? Ah ça, bien entendu, il faut consommer des fruits et des légumes colorés. Bon, c'est connu, le kiwi, le poivron, brocoli. C'est eux qui contiennent le plus de vitamine C naturelle. Ne pas oublier les agrumes à consommer dans la journée plutôt que le matin, en raison de leur acidité. Malheureusement, même en consommant une dizaine de fruits et de légumes par jour, l'apport en vitamine C ne sera pas comblé totalement. Impossible donc d'échapper aux compléments alimentaires pour atteindre les 500 mg de vitamine C à consommer obligatoirement par jour. Document 3. Le Sahara n'est pas le désert uniforme de notre imaginaire. CNRS Éditions nous le révèle avec plusieurs livres. Flore et végétation du Sahara nous fait découvrir un millier d'espèces. Ville du Sahara nous décrit un désert contemporain, principalement urbain, avec même une agglomération de 150 000 habitants. Et puis les dunes cachent un passé luxuriant. Le livre écrit il y a déjà 4 ans par Nicole Petimer, directeur de recherche émérite au CNRS, Sahara, sous le sable des lacs, retrouve toute son actualité au moment où les États-Unis s'éveillent au problème de
changement climatique. Photo à l'appui, nous voici plongés dans une machine à remonter le temps. On est terrifié par l'incroyable variabilité du climat. Dans sa ronde autour du Soleil, la Terre fait alterner le chaud et le froid. La dernière période glaciaire date d'il y a 18 000 ans. Il faisait plus froid qu'aujourd'hui de 4,5 degrés. Nous vivons depuis dans une phase intermédiaire, avec un pic de chaleur, 2 degrés de plus qu'aujourd'hui, il y a 8 000 ans. Du minimum au maximum, 7 degrés d'écart, pas plus. On mesure l'importance des 2 degrés que pourrait apporter notre industrie d'ici la fin du siècle. De quoi revenir des milliers d'années en arrière. Et le Sahara, pour simplifier, dans cette région, froid rime avec sécheresse, chaleur avec humidité. En plein cœur du désert, on trouve de gigantesques buttes de mollusques fossiles, des silex taillés, des gravures rupestres de girafes, antilopes et serpents, des dents d'hippopotames, des nids de guêpes fossilisés et des sépultures néolithiques. Il n'aura fallu que quelques millénaires pour transformer un paysage avec plein de grosses bêtes et des hommes en un désert hyper aride aujourd'hui. Mais le processus va s'inverser. Quand la planète se refroidira, le désert reculera dans 100 000 ans. Seulement voilà, entre-temps, l'homme l'aura sans doute réchauffé. Avec Sahara, sous le sable des lacs, aux éditions du CNRS, Nicole Petimer se pose la question de l'avenir de son désert préféré. Le chercheur redevient citoyen pour demander aux politiques d'y veiller. Le CNRS vous propose toute la semaine prochaine, en partenariat avec France Info, un voyage aux confins des déserts. Grain de science, organisé dans les jardins du Trocadéro à Paris, vous convie à un parcours ludique dans la richesse des paysages désertiques et à de très nombreuses conférences et projections de films jusqu'à dimanche prochain, dépaysement intelligent assuré. Document 4. Ardoisier de père en fils. Dites-moi, monsieur Beau, on se trouve où, là ? Bon, alors là, on est dans la fabrique d'ardoise de Morzine. Hein, c'est un village de montagne. Et là, vous voyez, les falaises sont riches de veines bleues d'ardoise. Hein, on en voit partout, tout le long de son corps de roche. Et ce que vous voyez, ça, c'est les toits des chalets traditionnels qui brillent. Hein, on voit un éclat bleuté, là. Et quel est votre métier ? Eh ben, je suis ardoisier, et dans ma famille, on a tous été ardoisiers de père en fils, et ça remonte au moins au XVIIe siècle. Hein. D'accord. Ardoisier, c'est un métier difficile, dites-moi. Ah bah oui. Ardoisier, c'est difficile, hein, parce qu'il faut savoir tout faire. De l'extraction à la fente, en passant par la taille, et il faut même faire couvreur, parce qu'il en manque. Mais aujourd'hui, avec le tourisme, est-ce que vous avez toujours autant de travail ? Ah bah oui, le tourisme n'a pas tué l'ardoise. Hein. 3 chantiers sont encore en exploitation. Mais enfin, la production s'est appauvrie, car les filons d'ardoise sont pas éternels. Nous non plus. Enfin, aujourd'hui, le problème, c'est pas la vente. Hein. L'ardoise de Morzine a une renommée extraordinaire hein, dans toute la région, mais également au-delà de la vallée. Disons qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est plutôt la pénurie. Hein. Le tourisme, ça a fait évoluer l'utilisation de l'ardoise. Alors aujourd'hui, elle sert plus seulement à couvrir les toits des maisons traditionnelles. Elle plaît beaucoup aux touristes étrangers. Ils repartent tous avec des objets de décoration réalisés à partir des ardoises. Document 5. Station en manque de neige. Tombera pas. Chaque année, des milliers de vacanciers scrutent le ciel pour répondre à cette question et s'assurer ou pas de pouvoir dévaler les pistes recouvertes d'or blanc. Dans les stations de ski, c'est l'affaire des spécialistes de la neige qui sont garants du bon enneigement des pistes. Fini l'attente inquiète des premiers flocons, les professionnels prennent les choses en main. Un défi à la nature et un savoir-faire devenu indispensable au développement économique des stations. Des professionnels qui ont une mission, gérer la neige, denrées rares, fragile et délicate. Difficile aujourd'hui pour une station de ski de faire l'impasse sur la production de neige de culture. Il ne s'agit bien évidemment pas d'enneiger toutes les pistes de la station, mais de pourvoir les axes les plus fréquentés le plus longtemps possible, car la vie de la station en dépend. Sans neige, pas de skieurs, sans skieurs, pas de fréquentation dans les hôtels et restaurants, et par conséquent, un avenir sombre pour les stations de ski. Aujourd'hui, l'extension du domaine skiable français et l'enjeu économique des sports d'hiver exigent donc une organisation solide et passe par une gestion stratégique de la neige. Enregistrement numéro 2.
Pour ou contre la vaccination. Extrait 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Qu'il s'agisse du vaccin contre les maladies infantiles ou de celui contre la grippe, la vaccination a toujours divisé. Nous recevons aujourd'hui Françoise Friat, présidente de l'association des victimes du vaccin de l'hépatite B, et le professeur André Gutiérrez, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier. Alors, que pensez-vous de la vaccination? Extrait 2. Notre association exige que chaque citoyen français puisse choisir ou non de se faire vacciner. Alors au départ, nous agissions pour plus de transparence, plus d'informations à l'égard de la vaccination, car nous pensons que les personnes doivent connaître les risques liés aux vaccinations. Et en plus de cela, depuis quelques années, nous militons également pour la liberté de se faire ou non vacciner. Et je tiens à indiquer d'ailleurs à ce propos que la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir une législation si contraignante en matière de vaccination. Ah, tout à fait. Et de toute façon, on sait aussi qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de rendre les vaccinations légalement obligatoires pour que les gens se fassent vacciner, puisqu'on sait que 91,5% de la population y est favorable. Nous persistons également à avoir des doutes quant à la polémique qui touche la communauté médicale. Alors, d'un côté, de nombreux praticiens se font entendre pour modifier, voire supprimer la vaccination contre la tuberculose, qui est jugée inefficace. Et de l'autre côté, pour certaines maladies infectieuses comme la coqueluche ou bien la méningite, d'autres prônent au contraire un renforcement des vaccinations. Oui, enfin, écoutez, il y a une chose que vous oubliez, c'est que l'efficacité de la vaccination est sûre. Étant donné que les campagnes de vaccination ont permis l'éradication de la variole, la diminution de la fréquence d'autres maladies infectieuses graves et parfois mortelles, comme la poliomyélite ou encore la diphtérie, puis une réduction des cas de tétanos. La vaccination permet non seulement une protection collective en diminuant la circulation des germes entre les individus, mais en plus, elle constitue un acte médical solidaire. Non mais je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux convaincre plutôt que contraindre? D'autre part, c'est en totale contradiction avec toutes les lois qui garantissent les libertés individuelles. Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas une objection de conscience qui permettrait de dire aux gens « Non, je ne veux pas être vacciné en toutes circonstances et pour des raisons personnelles ». Oui, non, mais je partage votre analyse. Un choix ne peut être fait, en effet, que s'il y a information. C'est le devoir des médecins, qui doivent donner une information claire, appropriée et, disons, exhaustive sur l'acte de vaccination. En plus, j'insiste sur le fait qu'on ne met pas un vaccin dans un document officiel s'il nuit au niveau individuel. C'est ridicule, je suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui encore, les familles ne savent rien. Elles font confiance à leur médecin de famille et elles se font vacciner les yeux fermés. Et ceci à leurs risques et périls. Je ne compte plus les lettres reçues de personnes vaccinées rencontrant des effets secondaires. La vaccination est pratiquée en masse, alors que nous réagissons tous différemment à un même produit. On peut donc pas dire que la vaccination sur telle personne est une protection, forcément. Non, pas tout à fait. Non. Je tiens à rappeler que la vaccination consiste à introduire dans l'organisme un microbe rendu inoffensif qui va stimuler les défenses naturelles en immunisant l'organisme contre une infection ultérieure. Donc les contre-indications à la vaccination sont peu nombreuses. Elles concernent essentiellement les allergies aux constituants des vaccins, qu'il s'agisse de la substance vaccinale elle-même, mais aussi des conservateurs, des supports contenant la substance vaccinale. Le respect des contre-indications et des précautions d'emploi permet de limiter les risques. Alors là, je ne partage pas votre avis. C'est justement ce point qui constitue pour moi et les membres de mon association l'essentiel de nos craintes vis-à-vis des vaccins. Nous œuvrons pour des preuves d'efficacité et d'innocuité qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais été fournies de façon scientifique et incontestable. Quand un vaccin est lancé, dès le départ, on sait qu'il y aura du dégât, qu'il ne sera pas efficace pour certains, et rien n'est fait. La preuve en est faite avec la vaccination de masse contre l'hépatite B, qui a entraîné une recrudescence de maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques, la myopathie, les névralgies. Sans cette campagne de vaccination massive, tout cela aurait pu être évité. Oui, certes. Enfin, je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, aucune étude scientifique n'a mis en évidence de lien de causalité entre ce vaccin et la survenue de telles affections neurologiques. Bon, il est vrai que des effets secondaires fréquents, mais modérés, peuvent apparaître chez l'adulte. Mais en revanche, chez l'enfant, ils peuvent être plus importants.
Alors, le vaccin peut entraîner une inflammation bénigne au point d'injection et, selon les vaccins, une petite réaction fébrile dans les 48 heures qui suivent, simulant parfois les maladies pour lesquelles ils ont été conçus. Enfin, les risques liés à l'utilisation des vaccins restent malgré tout minimes au regard de la protection qu'ils assurent. Je suis toujours perplexe quant aux risques liés à l'utilisation des vaccins. Professeur, vous nous dites que les risques sont minimes, et pourtant on constate que les adultes qui attrapent des maladies bénignes chez les enfants peuvent courir un risque grave. Je pense entre autres aux oreillons, à la rubéole. La durée d'effet du vaccin est-elle si limitée dans le temps ? Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose ? Non, attention, parce que là, il semblerait que votre exemple ne soit pas lié à la qualité du vaccin, mais plutôt à la mise en œuvre de la politique sanitaire en matière de prévention. Aujourd'hui, la couverture vaccinale stagne autour de 85% chez les nourrissons, ce qui est insuffisant, et induit même des effets secondaires préoccupants du point de vue épidémiologique. Dans la mesure où il y a beaucoup moins de cas qu'auparavant, une personne qui n'a pas été protégée va grandir pendant longtemps avant d'en rencontrer un. Alors, ces maladies sont plus graves lorsqu'on les attrape plus tard. Autrement dit, ne pas faire vacciner son enfant revient donc à lui faire courir un risque médical individuel. Je pense que le maintien de la vaccination est donc indispensable. Enregistrement numéro 3. Les conditions de travail. Que désigne-t-on sous le terme de conditions de travail ? Alors c'est un concept, c'est une notion qui englobe l'ensemble des caractéristiques de la qualité de la vie professionnelle. Et les bonnes conditions de travail ne sont pas seulement celles qui ne provoquent pas directement des troubles. Souvent, un individu va prendre conscience de ses conditions de travail quand elles se détériorent. Nous observons depuis une dizaine d'années environ l'évolution de cette notion de conditions de travail. Autrefois, c'est vrai que certains accidents étaient considérés comme, je dirais, dans la juste lignée des choses. Je pense par exemple aux accidents mortels chez les professionnels du bâtiment. Aujourd'hui, chuter d'un toit ou d'un échafaudage, c'est vraiment inadmissible. Et grâce aux études menées sur les conditions de travail, celles-ci ont pu être vraiment améliorées. Et on voit depuis une vingtaine d'années, c'est vrai, le nombre d'accidents diminuer. Et en quoi consistent les études menées par la Direction du travail et de la prospective ? Tout d'abord, l'amélioration des conditions de travail passe forcément par des études du terrain et puis surtout une meilleure connaissance des gestes professionnels. Effectivement, plus nous connaissons les habitudes des professionnels, plus nous pouvons les aider et améliorer leurs conditions de travail. Alors ensuite, nous combinons les résultats de nos recherches avec les apports de nombreuses disciplines scientifiques. Alors ça va de l'épidémiologie à la physiologie, la psychologie du travail, l'ergonomie aussi. Mais attention, l'évolution des techniques n'entraîne pas forcément une amélioration de la qualité de vie au travail. La réalité, c'est quand même quelque chose de plus complexe. Depuis les années 80, on assiste en fait à une intensification du travail et donc à l'apparition, je dirais, de nouvelles contraintes de rentabilité, à la fois chez les cadres et chez les employés. Et ça concerne en particulier le respect des normes et des délais beaucoup plus stricts. Par ailleurs, les ouvriers, les techniciens, eux, ils ont dû s'adapter pour répondre de plus en plus aux urgences et aux fluctuations de la demande. Enregistrement numéro 4. L'hyperacousie. Le 18 juin prochain aura lieu la Journée nationale de l'audition à Marseille. Au cours de cette manifestation, de nombreuses associations tenteront de sensibiliser et de prévenir le grand public des risques encourus par le niveau sonore de certains concerts, spectacles, salles de cinéma ou dans certaines discothèques. Les membres de l'association de sensibilisation à l'hyperacousie, ASH, seront présents le 18 juin pour alerter les jeunes sur les conséquences d'une surcharge de décibels et sur une maladie bien mal connue qui touche de plus en plus de jeunes, l'hyperacousie. Cette hypersensibilité aux bruits les plus ordinaires a des conséquences désastreuses pour l'individu qui en souffre. Des sifflements ou bourdonnements d'oreilles intempestifs, appelés acouphènes, ou plus grave, une surdité. En outre, les symptômes de l'hyperacousie indécelables et mal connus ne donnent droit à aucune prise en charge par les organismes sociaux. Et pourtant, l'hyperacousie est évitable.
C'est pour cela que les membres de l'ASH, pour certains victimes, ont décidé de faire la chasse aux décibels en créant l'ASH. La nocivité du bruit dépend à la fois de l'intensité du son et de sa durée. 2 heures passées dans une salle de concert à 100 décibels présentent le même danger que 10 minutes de marteau-piqueur à 110 décibels. À ce niveau sonore, les cellules ciliées de l'oreille se froissent. L'oreille siffle, semble cotonneuse et ne récupérera toutes ses facultés qu'au bout de quelques heures. Si l'oreille est confrontée trop souvent à ce genre d'exposition, l'audition se détériore. Une exposition longue et répétée à 90 décibels, comme dans un orchestre symphonique, peut par conséquent entraîner de graves dommages, allant parfois jusqu'à une surdité irréversible. La surdité, par son coût, vient aujourd'hui en tête des maladies professionnelles. On estime que 2 millions de personnes sont exposées dans leur profession à des niveaux de bruit dangereux pour l'audition. Routiers, musiciens ou ouvriers du bâtiment présentent un déficit auditif moyen de 20 décibels. Plus de 2,5 millions de Français souffrent aujourd'hui d'acouphènes. Un excès de décibels provoque aussi des effets sur le cœur et la tension artérielle, engendre des troubles du sommeil, diminue les défenses immunitaires. Une loi fixe le niveau sonore maximum des concerts à 105 décibels en moyenne. Et pourtant, cette limitation peut avoir des conséquences dangereuses pour l'oreille et l'organisme. 30 minutes d'exposition à 105 décibels peuvent provoquer un traumatisme auditif. L'association de sensibilisation à l'hyperacousie milite pour qu'une mise en garde systématique soit faite à l'entrée des lieux fréquentés par les jeunes pour les avertir des risques encourus. Enregistrement numéro 5. Counter-Strike. Ouais, et vous jouez à quoi? À Counter-Strike. Il y a une équipe de gangsters face aux forces de l'ordre, donc c'est en fait les policiers qui doivent arrêter un groupe de malfaiteurs. Le principe, c'est au début, au fur et à mesure des parties, on gagne de l'argent, et quand on a de l'argent, on peut s'acheter des équipements pour contre-attaquer les assauts des malfaiteurs. Alors au final, plus on a de l'argent, et plus vite on pourra mettre nos adversaires derrière les barreaux, quoi. Enregistrement numéro 6. Les jeux en réseau. Bienvenue dans l'univers des hardcore gamers, autrement dit les accros du jeu vidéo en réseau. Jeux d'action, jeux de stratégie, jeux de rôle, ce sont les principaux thèmes sur lesquels ces joueurs s'affrontent. En France, le nombre de connexions aux plateformes sur Internet explose et le nombre de salles spécialisées se multiplie. Visitons donc le Linko, l'une des 300 salles françaises de jeux en réseau. Ce lieu est situé dans le 6e arrondissement à Paris. Et Benjamin Teller, l'un des co-gérants, a accepté d'être notre guide. Alors, on accueille ici entre 25-28 personnes. Au niveau matériel, c'est très simple. C'est à peu près 25 ordinateurs ils sont tous reliés entre eux. Ils sont connectés sur Internet. Et c'est sur ces ordinateurs que les joueurs vont jouer ensemble, que ce soit en coopératif ou les uns contre les autres. Voilà. Après, bien sûr, c'est aussi un lieu social. C'est important, où ils viennent se retrouver pour jouer ensemble. Enregistrement numéro 7. La souveraineté nationale. Les premiers accords entre les pays européens de l'Ouest ont ouvert une brèche dans la citadelle de la souveraineté nationale qui barrait la route à l'unité de l'Europe. Depuis 1000 ans, la souveraineté nationale s'est manifestée en Europe par le développement du nationalisme et par de vaines et sanglantes tentatives d'hégémonie d'un pays sur l'autre. Pour éviter tout retour à un passé de déchirement et de ruine qui a menacé la civilisation européenne, les hommes politiques européens de l'Ouest ont mis en place les fondations de la communauté européenne. Enregistrement numéro 8. Femmes chercheurs. Les femmes font-elles de meilleurs chercheurs? Aujourd'hui encore, dans les pays où les femmes ont la chance de poursuivre une carrière scientifique, elles restent nettement moins nombreuses que les hommes dans les laboratoires et voient trop souvent leur avancement retardé pour des raisons plus ou moins avouées. Selon Nathalie Frankel, directrice adjointe du CNRS,
Une femme scientifique doit fournir 2,5 fois la quantité de travail d'un homologue masculin pour avoir quelques chances de décrocher des fonds pour ses recherches. On doute encore de la créativité des femmes, de leur autorité et même de leur combativité. Pourtant, selon une étude menée par l'Institut Sophrès, les femmes ont développé de solides capacités d'organisation, font d'excellentes responsables, sont plus concrètes et plus orientées vers l'action. Et pourtant, elles doivent toujours, plus que les hommes, faire leurs preuves dans leur travail. Enregistrement numéro 9. Des semelles adaptées. Plus jamais mal aux pieds, c'est désormais possible. La vieille légende qui entoure le ski, c'est que les chaussures font toujours mal aux pieds. Trop rigides, trop droites, trop raides, trop dures. Depuis peu, ce n'est plus qu'une vieille histoire. Un fabricant suédois vient de mettre au point une technique révolutionnaire qui vous permettra de retrouver chaussures à votre pied enfin. Ce nouveau procédé s'appelle Skilite. Vous le trouverez chez tous les spécialistes de sport de glisse qui sont désormais équipés pour prendre vos pieds en main et vous bâtir du sur-mesure. Les revendeurs agréés Skilite sont capables de faire de vos chaussures des premières classes. Comment ? Tout simplement en déposant dans le fond de vos propres chaussures des semelles spéciales thermoformées à la forme de vos pieds. Tout est équipable, vos vieilles chaussures ou celles que vous venez d'acheter. Le vendeur diagnostiquera le problème, prescrira la semelle adéquate, puis équipera vos chaussures avec les semelles magiques réalisées sur place immédiatement. Rapide, efficace et surtout beaucoup plus de plaisir sur les pistes. Cette nouvelle technique est un service particulier qui vous permettra de faire un choix judicieux selon votre niveau de ski, la forme de votre pied et votre exigence. Voici donc une petite révolution. L'invention de la chaussure qui vous convient. Enregistrement numéro 10. Vie familiale, vie professionnelle. Sur notre antenne aujourd'hui, un reportage sur les difficultés rencontrées par les femmes pour concilier vie professionnelle et vie familiale à partir d'une enquête menée lors de la conférence européenne sur la famille qui a eu lieu le 15 février dernier à Oslo. Lors de cette conférence, les ministres européens représentés ont promis qu'un effort financier significatif serait porté à la création de structures de garde pour les enfants en bas âge, crèches, jardins d'enfants et haltes garderies. Alors, tiendront-ils leurs promesses ? En Europe, alors que près de 80% des femmes de 25 à 49 ans travaillent, seulement 9% des enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans des structures de garde. Les femmes travaillent toujours davantage, n'interrompent plus leur activité à l'arrivée d'un enfant et revendiquent un accès aux carrières et aux responsabilités identiques à celui des hommes. Ce sont elles qui assurent 80% du travail domestique et les 2/3 des activités avec les enfants. De plus, la société évolue et les attentes des familles aussi. Elles souhaitent davantage de structures collectives et une plus grande souplesse dans leur fonctionnement. Les modes d'accueil doivent désormais prendre en compte les nouvelles contraintes de la vie économique pour les parents. Travail à mi-temps, stages ponctuels, horaires atypiques ou irréguliers, précarité professionnelle. Pour pouvoir continuer à travailler quand on a des enfants, il faut avoir d'une part une organisation très efficace, d'autre part des ressources. C'est sur cet ensemble de propositions d'évolution que se sont engagés les parlementaires. Une charte a été élaborée sur les actions à mener en priorité. Les pays européens se sont engagés à développer plusieurs axes. En premier lieu, le développement des services aux familles en légiférant sur le droit à la garde des jeunes enfants. Un second axe consistera à réfléchir sur une réorganisation du temps de travail, une révision des horaires de réunion ou la possibilité de commencer sa journée de travail plus tôt. Et enfin, un troisième axe sera développé. Il s'agira d'œuvrer pour une égalité entre hommes et femmes. C'est cet axe qui a engendré le plus de réticences. Pourtant, l'exemple des Suédois incite à la réflexion. En effet, en Suède et dans les pays du Nord, les féministes ont réussi à théoriser assez tôt, dans les années 70, la double nécessité pour les femmes de travailler et pour les hommes de s'impliquer dans la vie familiale.
Cette charte européenne permettra, nous l'espérons, de réduire les difficultés rencontrées par les femmes qui concilient vie professionnelle et vie familiale, en levant les obstacles liés à la pénurie des offres de garde, aux horaires de travail non adaptés aux horaires des parents et aux coûts engendrés par les frais de garde. Enregistrement numéro 11. Le temps des scientifiques. Les scientifiques manipulent un temps qui n'a que peu à voir avec le nôtre. Les uns plongent dans les millisecondes pendant que les autres raisonnent en millions d'années. Le géologue, lui, étudie la Terre, âge estimé 4,5 milliards d'années. Son temps de référence se mesure en milliards d'années. Les plus anciennes roches découvertes ont le bel âge de 3,9 milliards d'années. En arpentant les sols de notre planète, le géologue va donc découvrir les traces d'un passé très ancien. Changement d'échelle pour l'astronome. L'univers serait âgé d'une quinzaine de milliards d'années. L'astronome manipule un temps qui n'a vraiment rien à voir avec celui de notre quotidien. Une heure astronomique représente 625 millions d'années. Pour les physiciens et les chimistes qui traquent les particules de la matière dans l'infiniment petit, il faut aller dans l'autre sens. Le temps de réaction des molécules se mesure en quelques dizaines de dixièmes de seconde. Que les unités de mesure du temps soient infiniment grandes ou infiniment petites, nous avons très souvent du mal à nous y retrouver. Tout cela semble bien inaccessible pour nous simples mortels. Alors, ne serait-il pas plus simple de mesurer le temps de l'univers avec nos unités ordinaires telles que les heures ou les secondes? Eh bien, nous avons posé cette question au professeur Andréi, directeur de l'Observatoire européen de l'espace. Les unités de mesure ne sont jamais que des conventions. C'est en quelque sorte un langage commun adopté par la communauté scientifique à laquelle j'appartiens. Cependant, nous ne pourrions pas mesurer le temps de l'univers avec les unités ordinaires que sont les heures, les minutes ou les secondes. Nous travaillons essentiellement en années-lumière, car c'est très parlant pour des objets astronomiques puisqu'elle nous dit automatiquement